Les ministres en charge de l'artisanat du Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain sont réunis à Niamey depuis ce matin pour une 7e conférence du genre. Une rencontre et un objectif en point de mire, faire de l'artisanat un véritable levier du développement et de création de richesses. Au même moment s'achevait à Niamey toujours la 19e rencontre de l'Union internationale des magistrats ouverte lundi dernier. Les participants se sont séparés après avoir transmis leur rapport final aux différents gouvernements de l'Union. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous et venons-en aux détails. Sous le thème, dis-je, protection sociale des artisans, les ministres de l'artisanat du Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain sont réunis depuis ce matin à Niamey pour une 7e conférence au Palais des Congrès. Ensemble et sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, ils ont à cœur de faire de l'artisanat africain un levier de développement et de création de richesses. Adamou Soumana et Sadou Doumi pour le compte-rendu. Après Yaoundé au Cameroun en avril 2013, l'honneur revient à la capitale nigérienne Niamey d'abriter cette 7e conférence au haut niveau du Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, CODEPA en abrégé. Une rencontre qui intervient en marge de celle des experts et autres acteurs des 26 pays membres de cette organisation panafricaine spécialisée visant à inculquer une vision continentale commune sur le secteur de l'artisanat comme axe prioritaire dans les axes nationaux de développement. Des échanges riches en adresse aussi bien du premier responsable de la région Haute Hamidou Garba que de représentants de l'IMOA et de la CEDEAO qui ont tous loué les nobles objectifs assignés à cette rencontre. Occasion pour le président de la conférence des ministres de faire une présentation sommaire du dit comité. Les ministres en 2006 ont trouvé que pour que notre artisanat soit réellement productif et compétitif, il fallait lui adjoindre des zestes de promotion. Cela n'était possible que par l'engagement de nos gouvernements et États respectifs. En 2008, cela fut fait. Le CODEPA s'est doté d'une conférence des ministres que pour la première fois, votre humble serviteur a eu l'insigne honneur de présider. C'était le point de départ de la restructuration du CODEPA. 2 ans plus tard, en 2010, à Yaoundé, la conférence des ministres a décidé d'une refondation de notre organe fêtière. Cette refondation consistait en 3 points. Le premier point, Excellence Monsieur le Premier ministre, était la demande à nos États respectifs de se doter de cadres législatifs et réglementaires pour assurer l'entreprise artisanale d'œuvrer et d'acter en toute légalité. Le deuxième point était celui de la mise en route d'une promotion de notre artisanat de manière articulée, la promotion de nos produits. Le dernier volet, Excellence Monsieur le Premier ministre, concernait la promotion de l'artisanat. Président de la cérémonie officielle d'ouverture de la rencontre, le chef du gouvernement Brigitte Raffini s'est réjoui du choix porté sur le Niger pour accueillir cette conférence panafricaine avant de souligner la disponibilité des autorités du Niger pour la promotion de l'artisanat. La protection sociale des artisans dénote de la prise de conscience effective de nos États à reconnaître l'artisanat comme un véritable pourvoyeur d'emplois, dont la contribution au PIB est très appréciable. Ils doivent par conséquent, à l'instar des autres couches sociales, bénéficier d'une protection sociale. Depuis 1992, faut-il le rappeler, le Niger dispose d'une politique nationale de développement de l'artisanat, politique qui traduit les grandes options et les ambitions du gouvernement en matière de développement et de promotion de l'artisanat.
Ces assises de Niamey ont été mises à profit par l'ensemble des membres du CODEPA pour décorer le président sortant de la conférence en qualité de grand chevalier de l'ordre communautaire pour l'avoir dirigé d'une main experte durant son mandat de 2008 à 2011. Une visite des stands par le Premier ministre et l'ensemble des participants a mis fin à cette cérémonie d'ouverture. Et nous apprenons à l'instant que les travaux de cette 7e conférence des ministres en charge de l'artisanat du CODEPA ont pris fin cet après-midi même au Palais de Congrès de Niamey. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. C'est une promesse ferme de Adamou Soumana. Et en ce jeudi 5 juin toujours, et sous le thème « Élevez votre voix, pas le niveau de la mer », l'on célèbre la Journée mondiale de l'environnement. À l'occasion, nous nous sommes intéressés à l'usage des plastiques au Niger, une pratique tant décriée et qui peine à trouver une solution. Adamou Soumana s'est penché sur cette pratique à mauvais goût et à mauvaise presse. Suivons-le. Ils sont de multiples usages et font désormais partie de la vie quotidienne des citadins. Ce sont les chassés plastiques qu'on en trouve sous diverses formes. Dans les grands centres urbains comme Niamey, la capitale, l'utilisation abusive de ces plastiques fait de nos jours de ces derniers un véritable problème environnemental. Le déchet plastique, vraiment, c'est devenu un danger. C'est des centaines de tonnes de déchets plastiques qu'il y a à Niamey. Nous avons demandé d'introduire une loi au niveau de l'Assemblée nationale pour que, au moins, que ça soit un sachet biodégradable. Parce que tant que nous n'avons pas un sachet qui peut fondre dans la terre, le problème reste entier, complètement entier. Le sachet qu'on a au Niger nous fait de 500 à 1000 ans avant de fondre, s'il vous plaît. Et on se retrouve avec les animaux en train de brouter. Maintenant, la décoration des arbres, c'est le sachet plastique. Les caniveaux partout. À l'heure où les autorités politiques au plus haut sommet s'attellent à faire de la vitrine du pays une ville coquette, force est de constater que même certains joyaux qui font la fierté de l'ensemble du Niger, à l'image du stade omnisport Séni Kounché, l'un des plus jolis de la sous-région, n'est pas épargné par ces déchets non dégradables avec tous les risques que cela comporte. Nous, quels que soient les efforts que nous déployons et que de l'autre côté, les déchets sont déversés, eh bien, dès qu'il y a du vent, tout se retrouve au stade. Les gens, les usagers ne cherchent pas à comprendre. Mais nous, c'est une manière d'air de dire que vraiment, quelque part, nous ne sommes pas responsables de cette situation. Et demander à ceux qui ont donné l'autorisation vraiment de bien vouloir vraiment revoir cette décision et vraiment permettre à ce stade, n'est-ce pas, d'être bien entretenu. Et quand les gens viennent, parce que ceux qui viennent faire le sport, c'est pour, comme je l'ai toujours dit, pour entretenir ou pour préserver leur santé. Mais si quelqu'un vient dans ce sens et que maintenant, avec les odeurs que ça dégage, il tombe malade, mais vous êtes d'accord avec moi que nous ne rendons pas service à la population. Conscients des dangers que constituent ces déchets, certains jeunes Nigériens ont eu l'ingénieuse initiative de débarrasser les populations de ces plastiques tout en les rendant utiles par des transformations. Notre principale activité, c'est lutter contre les déchets plastiques. Nous, si on arrive à nous amener les plastiques ici, nous, on peut tout faire avec les plastiques. On peut faire des pavés, des bordures, des dalles, des briques, tout ça là, on peut faire avec le plastique. Si l'autorité nous appuie vraiment, d'ici un an là, même si on te dit de chercher plastique là, pour venir vendre ça, il n'y a pas. Cependant, ces jeunes sont bloqués dans leur élan de pallier ce problème environnemental par certains responsables au niveau même de l'hôtel de ville, censé pourtant se donner tous les moyens nécessaires pour faire de Niamey-Niala une réalité. Il est aisé de constater qu'avec une réelle synergie d'action et un changement de comportement des uns et des autres, l'on peut arrêter, sinon freiner la pollution de notre environnement par les déchets plastiques. Ce matin, de la 19e rencontre de l'Union internationale des magistrats, ouverte lundi dernier, on s'en souvient, à Niamey. Les participants se sont quittés après avoir rédigé un rapport final à transmettre aux différents gouvernements de l'Union, nous rapporte entre autres Youssouf Omar et Halidou Bourema. Les débats issus de la rencontre annuelle de l'Union internationale des magistrats étaient fructueux. C'est du moins ce qu'il faut retenir des 4 jours de travaux de ces assises de Niamey, dont les communications ont porté sur le rôle des magistrats dans la lutte contre la corruption et l'impunité. De cette étude, on retient un rapport final
et des recommandations. Entre autres, comme premier axe, vous savez, il faut tout d'abord que le magistrat lui-même soit conscient des responsabilités qui sont les siens. Et on ne peut en être conscient qu'en restant collé, en ayant dans sa tête constamment le serment qu'on a prêté. Parce que ces serments-là, si tous les magistrats doivent les suivre, je pense que aucun magistrat ne déraillera. En dehors de cela, vous savez, il y a des entraves de toute nature dans cette quête de justice et dans cette lutte contre la corruption et l'impunité. Ces entraves peuvent venir des textes qu'il va falloir réformer parce que vous savez, il y a certaines personnes qui bénéficient à tort ou à raison de certaines immunités. Déjà, il faut songer à toiletter les textes, mais aussi il faut la volonté politique. Il faut une forte volonté politique. Informé des travaux abattus au cours de la rencontre, le ministre de la Justice salue les efforts des magistrats partenaires des gouvernements pour combattre la corruption sur toutes ses formes. Sachez que nous resterons toujours à vos côtés, à travers le syndicat autonome des magistrats du Niger, pour créer les conditions d'une justice indépendante et impartiale au service du justiciable. Je voudrais aussi saluer la qualité de vos débats ainsi que la pertinence de vos réflexions. Mesdames et messieurs, ces 3 jours de travaux vous auront permis, je n'en doute point, de passer au crible les mécanismes institutionnels et juridiques de la lutte contre la corruption et l'impunité dans nos États. Je reste aussi convaincu que vos échanges et les conclusions auxquelles ils ont abouti seront d'un apport inestimable dans l'enrichissement de vos connaissances et vos expériences personnelles. Ils seront également pour nos gouvernements respectifs une inestimable contribution dans l'élaboration des politiques en matière de lutte contre la corruption et l'impunité, gage de paix sociale et de développement durable. Au Niger, je puis vous assurer que nous accorderons une attention soutenue à vos recommandations. C'est en Algérie que se tiendra la prochaine rencontre de l'Union internationale des magistrats. Zoom sur le Front social où, après avoir prévenu et brandi la menace, le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats d'enseignants CEPRAS est en grève de 48 heures depuis ce matin. Le cadre ne décolère pas face à une partie gouvernementale qui, à ses dires, ne respecte pas ses engagements dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Assoumana China et Aboubakar Souley pour plus de précisions. Le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats d'enseignants de nouveau en débrayage pour 48 heures. Le CEPRAS ne laisse pas tomber ses revendications que le gouvernement s'est engagé à satisfaire il y a plusieurs mois. Je voudrais quand même citer 2 ou 3 engagements significatifs. Le premier engagement, c'est de payer la prime de craie à tous les enseignants qui tiennent effectivement la craie, compté de janvier 2014. Alors, à la date d'aujourd'hui, une bonne partie des enseignants, notamment ceux du secondaire, ne bénéficient pas de la prime de craie. Donc le décret a été pris, maintenant le mettre en œuvre pose problème. Et l'autre point, le second point significatif, c'est relativement à la grille salariale. Et vous avez un autre point significatif, il est relatif au recrutement des enseignants. Alors certes, on a recruté des enseignants, mais je vous avoue que les conditions dans lesquelles ce recrutement a été fait est tellement entaché d'irrégularité qu'au niveau du CEPRAS, on demande à ce que le recrutement là soit revu, pas qu'on l'annule, mais que ça soit revu conformément à l'arrêté qui fixait les conditions de recrutement. Et vous avez une question qu'on a toujours sous-estimée et qui est source d'instabilité au niveau des écoles publiques. C'est le paiement des enseignants contractuels à terme échu, en même temps que les enseignants fonctionnaires. Les membres du CEPRAS rejettent toute idée de manipulation dont font cas les autorités. Leurs revendications sont purement syndicales. Nous disons, et on prend l'opinion à témoin,
que le CEPRAS n'est pas ce que les gens veulent faire croire, que c'est un collectif manipulé. Le CEPRAS n'est manipulé par personne. Et qu'ils prennent l'engagement ou qu'ils résolvent les préoccupations qui sont les nôtres. Et ils vont voir si le CEPRAS va déposer des préavis de grève. Nous déposons des préavis de grève parce que nous ne sommes pas satisfaits du traitement qui est réservé à nos préoccupations. Et vous savez ce qui est grave. De tradition, les syndicats d'enseignants à partir du deuxième trimestre, donc fin mars, généralement il n'y a pas de grève. Mais cette année, sa particularité, vous voyez jusqu'à la fin de l'année, parce que l'administration a fait montre de, je ne dirais pas d'arrogance, mais c'est tout comme. Si ces revendications demeurent en souffrance jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, la rentrée prochaine prendra un coup, prévient le CEPRAS. Une cité dénommée cité Cheikh Aboubakar Hassoumi Diota verra bientôt le jour dans le village de Séti, département de Birningaouré. L'initiative est de la société immobilière Hambali Group et la pose de la première pierre a déjà eu lieu, apprend-on, dans ce compte rendu de nos confrères de la télévision Tambara. Situé à 7 km de la commune urbaine de Birningaouré, sur la nationale 1 en allant vers Dosso, Séti, une commune rurale, a eu l'honneur ce 4 juin 2014 de regrouper en son sein plusieurs personnalités de haut rang. Le sultan de Dosso, le gouverneur de Dosso, l'amido de Birningaouré, le chef religieux de la ville sainte de Diota, Cheikh Moussa, qui a reçu un accueil particulier tout au long de son voyage. Ce grand retrouvaille a été rendu possible grâce au groupe Hambali LTD qui a procédé à la pose de la première pierre, lotissement de 192 hectares de terre à Séti, correspondant à 2333 parcelles tout formant et baptisé Cité Cheikh Aboubakar Hassoumi. C'est un lotissement qui a été fait à la mémoire de ce dignitaire religieux qui a beau fait pour la localité. Et donc les ressortissants de la localité nous ont approchés pour nous faire comprendre qu'il ne faudrait pas qu'à leur niveau qu'ils soient en marge du processus d'urbanisation du Niger. Ce lotissement, lorsque nous l'avons réalisé, ils ont insisté sur le fait que cette cité porte le nom de leur confrère qui a fait retentir le nom, ou rayonner d'ailleurs, le nom de leur localité, que ce soit à l'échelle nationale et internationale. À l'occurrence, le regretté Cheikh Aboubakar Hassoumi Diota. Nous tenons par cette même occasion à faire un appel à tous ceux qui pensent qu'ils disposent d'un terrain et qui veulent à ce qu'on leur dotisse le terrain. Nous sommes une société habilitée à faire cela et nous sommes une société disposant des atouts nécessaires et relativement à une telle réalisation. Que la personne dont la cité porte son nom est une personne qui a beau faire pour cette localité. Et c'est une personne qui trouve de l'Est que la population considère beaucoup. Et c'est une personne qui, c'est pas seulement la population de Boboy, et c'est toute la population du Niger qui aujourd'hui se dit donc cet homme n'a pas été oublié par ses pairs. En marge de tout ceci et devant une marée humaine, le gouverneur de Dosso a donné ses impressions. C'est une journée mémorable. Cheikh Aboubakar Hassoumi Diota, comme vous le savez, c'est un pieux, c'est un religieux, c'est un leader d'opinion de la région de Dosso et du Niger tout entier et même de l'Afrique de l'Ouest en général. Nous profitons de cela pour remercier très sincèrement le promoteur de cette très belle initiative louable que nous remercions beaucoup au nom des autorités de la 7e République. C'est une très bonne chose qu'on ait des cités qui sont là à proximité dans la banlieue de Dosso et qui peuvent aussi accueillir des festivaliers pendant la fête du 18 décembre. Donc je les exhorte à aller très rapidement dans la mise en œuvre de ces chantiers pour pouvoir construire des logements afin d'abriter les festivaliers. Il faudrait le rappeler, cette cité qui fait l'honneur au défunt Cheikh Aboubakar Hassoumi Diota, en portant son nom, fait surtout la fierté de la population de Séti. Interdiction de manifester pour l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR, pas plus tard que dimanche dernier. L'Alliance s'en offusque et parle de dérive autoritaire et le pouvoir qui campe sur sa position. Qu'adviendra-t-il alors de cet énième bras de fer? C'est notre dossier du jour, signé Issa Hamidou Meyaki. Par 2 dimanches consécutifs, l'opposition politique ARDR appelait à manifester.
Et par 2 fois qui se suivent, les autorités lui ont opposé un refus catégorique. 2 décisions d'interdiction distinctes et qui ont chacune son histoire propre et sa motivation bien formulée. Le premier argument, trouble à l'ordre public. Le second argument, on nous dit que la demande n'a pas été déposée dans les délais. Le deuxième argument, on nous dit qu'il y a des risques d'infiltration des terroristes au cours de la manifestation. Cela me fait rire, parce que tout simplement, ce gouvernement a chanté sur tous les toits qu'il a pu maîtriser le problème de la sécurité, les problèmes de la sécurité, et qu'il n'y a pas de terrorisme au Niger. L'Alliance pour la réconciliation nationale, ARN, puis l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République, ARDR, qui semble jusqu'ici s'accommoder des discours, déclarations, prend acte. Alors, pour cette opposition, décidément de salon, le pouvoir peut encore et toujours vouloir lui coller une fin de non-recevoir. Après tout, il n'y a jamais de 103. Il peut faire 1000 interdictions, mais qui se ridiculise, c'est eux, ce n'est pas nous en réalité. Je suis sûr et certain que le commun de Mortagne n'apprécie pas ce qu'ils sont en train de faire. Je suis sûr et certain que aussi bien les Nigériens que l'Estorien n'apprécient pas. Mais en réalité, vous savez pourquoi ils refusent cette manifestation? Ils ont peur. L'opposition se plaît à se trouver une posture civilisée où tout reposerait sur le politiquement correct, sous-tendu par un self-conduit agreement, ce qui hier seulement n'était pas la règle qui prévalait au niveau des tenants du pouvoir actuel. Nous avons voulu civiliser le rôle de l'opposition. C'est pourquoi pendant tout ce temps-là, chaque fois que le gouvernement pose des actes, nous sortons pour apporter notre appréciation. Nous pensons que c'est cela de l'opposition. Mais ceux qui sont en face de nous, on considérait cela comme étant de la faiblesse, parce que eux, c'est des gangsters, ils sont habitués toujours à casser, à broyer, et tant que ce n'est pas ça qu'ils ont en face d'eux, ils estiment que vous n'êtes pas de l'opposition. Donc nous estimons que face à la nouvelle donne, surtout face aux menaces qui pèsent sur la démocratie, sur la République, sur les libertés fondamentales, il est nécessaire que nous changeons de comportement, parce que apparemment la seule critique verbale ne suffit pas. Il faut descendre dans la rue pour dire que trop, c'est trop. Alors, pourquoi ne pas s'attendre à ce que le pouvoir d'hier, qui a souffert d'une opposition au comportement bien différent, s'exerce au même type de jeu? Nous pouvons faire comme eux, descendre dans la rue, casser, broyer, mais qui sont les perdants? Nous aspirons à gérer un pays. Si nous n'avons pas laissé un pays respectable, est-ce que le président Issoufou, s'il n'avait pas trouvé une fondation, il va continuer à construire? Les choses sur lesquelles il se base aujourd'hui, le pétrole, l'uranium, mais qui l'a cherché, qui l'a laissé? C'était nous. Si l'opposition n'entend pas braver les interdictions au point de passer outre, comme le Niger a été habitué dans un passé très récent, avec des manifestations de rue spontanées, certainement que l'opposition a une autre alternative. Je ne voudrais pas ce qu'on va faire, mais nous ne parlons pas, nous agissons. Nous agissons et vous allez voir dans les jours à venir quel sera le nouveau comportement, quelle sera la nouvelle stratégie de l'ARD face à cette boulimie de la majorité qui est en face de nous. En attendant de savoir davantage sur ce qu'envisage l'opposition pour finalement arriver à tenir ces manifestations, le pouvoir a choisi de jouer la carte de l'apaisement en direction des militants d'un des partis de cette même opposition politique. Avec ces images d'horreur, fin de ce journal à retrouver à 22h45 et d'ici là, continuez à nous suivre et portez-vous bien. Au revoir.